Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, le coup d'envoi de l'examen du brevet d'enseignement moyen pour plus de 800 000 candidats. Le ministre de l'Éducation rassure depuis Gherdaya sur les conditions mises en place pour garantir le bon déroulement des épreuves. Le ministre de l'Intérieur supervise les moyens aériens mobilisés dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt, 12 avions bombardiers d'eau ainsi que 6 hélicoptères. L'OPEP+ décide d'accélérer la production de pétrole. L'Algérie mettra sur le marché 8 000 barils supplémentaires dès le mois de juillet. Nous reviendrons sur l'impact de cette démarche. L'armée d'occupation cible des centres d'aide humanitaire à Gaza, des dizaines de martyrs. Le mouvement palestinien Hamas dénonce et appelle à l'ouverture d'une enquête internationale. Le régime marocain accusé d'être responsable de graves atteintes aux droits humains. Des associations marocaines tirent la sonnette d'alarme. Journée internationale de l'enfance, la garde républicaine organise des portes ouvertes au profit des enfants et notamment les enfants aux besoins spécifiques. Madame, Monsieur, bonjour. Les épreuves du brevet d'enseignement moyen ont commencé ce matin pour plus de 820 000 candidats. Le coup d'envoi officiel de l'examen a été donné par le ministre de l'Éducation depuis Gherdaya. Sur place, Mohamed Sghir Saadawi a affirmé que toutes les conditions étaient réunies pour garantir le bon déroulement des épreuves. Il est également revenu sur le dispositif mis en place pour assurer la transparence. La correspondance de Mahfoud Karkar. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadawi, a rassuré que les candidats qui ont des besoins spécifiques sont dotés de mêmes conditions d'examen. Nous devons prendre en charge nos enfants en situation d'handicap et leur offrir toutes les conditions adéquates afin qu'ils puissent passer les examens dans de meilleures conditions. Le nombre total de candidats aux besoins spécifiques est de 1582, toutes catégories confondues. Idem pour les candidats hospitalisés, ils sont pris en charge dans les hôpitaux. Le ministère a mis en place les conditions nécessaires pour nos enfants qui ont échoué à cause de maladies, les obligeant à rester à l'hôpital durant cette période. Nous avons pris en charge nos enfants au sein des établissements hospitaliers et nous avons mis en place les centres nécessaires, même s'il ne s'agissait que d'un seul élève. Nous l'avons accompagné et lui avons offert toutes les conditions requises pour passer l'examen au sein de l'établissement de santé. Ils sont 826 970 candidats à passer les examens du BEM au territoire national. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger Chaîne 3. Ce matin, les candidats se sont penchés sur les épreuves de langue arabe et de physique. Beaucoup de parents sont restés à les attendre aux abords des centres d'examen. Le constat à Alger de Mayelkens. L'examen du BEM a débuté ce matin par la langue arabe et les sciences physiques et technologies. Des candidats abordés à la fin de ces épreuves aux abords du lycée Omar Ben Khattab au centre d'Alger semblaient dans l'ensemble assez satisfaits quant au travail réalisé et aux réponses fournies par eux, contrairement à d'autres. C'était un sujet assez simple en arabe. Tout le monde a travaillé, tous les élèves ont dit que c'était facile. Physique pour moi-même, c'est un peu difficile. Je ne suis pas très bon en matière scientifique, mais certains, s'ils sont excellents, ils pourraient très bien travailler. Je souhaite que tout le monde aura le BEM, Inch'Allah, dans le lycée. En arabe, c'est bien, le sujet il est très facile, mais physique très difficile. هي سهل الوضعية شوية كومبليكي بصح فيزيك التمرين الثاني جاني كومبليك شوية نجي ننجح نجيبو قلبي إن شاء الله. Côté parents, certains le regardent sur le portail un peu inquiets, guettent la sortie de leurs enfants. Il n'était pas vraiment stressé. C'est moi qui étais très stressée par rapport à lui. Il a bien travaillé parce qu'il a bien révisé. Il est bien arabe, physique. Alhamdoulilah. Inch'Allah, il va réussir. Inch'Allah, pour tout le monde. Des sujets abordables. Le contenu selon le programme. Je souhaite la réussite pour tout le monde. Il a bien travaillé parce qu'il a une volonté. Il faut nous faire confiance. J'ai vu les mamans qui stressent leurs enfants. En tout cas, les psychologues conseillent aux parents de ne pas être une source de stress. On doit les accompagner, mais pas pour mettre de la pression. Parce qu'un bon accompagnement, c'est juste savoir où il y a des lacunes. On est censé réparer ça, ou bien les aider à mieux travailler dans les matières où ils sont un peu faibles. Mais sinon, à part ça, on ne peut pas quand même leur mettre de la pression plus qu'il en faut. Dans l'après-midi, les candidats passeront les épreuves d'éducation islamique et d'éducation civique, deux disciplines faisant principalement appel à la mémorisation. Les candidats, quelle que soit leur catégorie, sont pris en charge. Personnes en situation de handicap ou détenues. De Constantine, la correspondance de Hayat Karboua.
Cet examen est aussi, sinon plus précieux pour la catégorie des personnes détenues ici à la prison de Bossof à Constantine. Le directeur de cet établissement pénitentiaire évoque l'importance de ces actions dans le processus de la réinsertion des jeunes et moins jeunes détenus. هذه المناسبة تعتبر ثمرة جهد متواصل والذي يعكس إرادة الدولة في إعادة تأهيل السجناء. De son côté, le directeur de l'action sociale et de la solidarité évoque les 62 handicapés qui se sont présentés à l'examen du BEM ainsi que le travail des psychologues mobilisés au niveau des centres d'examen pour le soutien des candidats. Abdelkader Dehebi. 60 تلميذ بمختلف الفئات سخرنا كل الامكانيات ركزنا كذلك على التكافل النفسي سخرنا 36 اخصائي نفساني ورافقه ابنائنا. Pour les élèves rencontrés ce matin, c'est un peu d'appréhension, de stress, mais également de volonté et d'espoir pour aller vers un nouveau cycle et un nouvel établissement. Constantine, Hayat Kerboua, Alger 3. Le ministre de l'Intérieur s'est déplacé ce matin à l'aéroport d'Alger pour superviser les moyens aériens mis en place cette année dans le cadre du plan de lutte contre les feux de forêt. Sur place, Maïssa Smaïl. Un dispositif d'envergure a été dévoilé à l'occasion de cette cérémonie. 12 aéronefs bombardiers d'eau affrétés, 6 hélicoptères et 2 avions de reconnaissance de la Direction générale de la protection civile, auxquels s'ajoutent les moyens aériens de l'armée nationale populaire, également mobilisés. Tous ces appareils sont placés en état d'alerte pour assurer des interventions rapides sur l'ensemble du massif forestier national. On écoute Brahim Merad, ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas que les moyens aériens. Bien sûr, les moyens aériens, c'est juste pour soutenir l'action terrestre au niveau les colonnes mobiles. Il y a 65 colonnes mobiles, il y a plus de 3700 éléments, en plus des éléments engagés au niveau des wilayas. Sur le plan géographique, en ce qui concerne les moyens aériens, il y a une répartition plutôt équitable, de manière à couvrir tout le territoire. Mais au-delà des moyens techniques, le ministre a tenu à rappeler que la vigilance citoyenne demeure un maillon essentiel de la lutte contre les feux de forêt. Quels que soient les moyens que nous aurons à mettre en œuvre, si le citoyen ne se montre pas positif, il se pourrait qu'il y ait effectivement un problème en effet, notamment les riverains de ces massifs. Ce que nous demandons c'est juste d'informer en temps utile. Après une saison 2024 marquée par l'absence de pertes humaines, l'objectif des autorités est de maintenir le même niveau d'efficacité pour l'été 2025. Et plus globalement, les moyens de lutte ont été renforcés cette année. C'est ce que souligne Saïd Siali, directeur de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts, au micro de Sofia Boukercha. Le dispositif a été reconduit avec un renfort en matière de moyens humains et matériels. En plus, il y a un travail de coordination. Cette année, nous avons l'acquisition des moyens aériens et nous, la Direction générale des forêts, nous avons acquis des moyens de prédiction, notamment les drones et autres choses. L'OPEP+ décide de revoir à la hausse la production de pétrole. L'Algérie mettra sur le marché 8000 barils supplémentaires dès le mois prochain. Rimboukadoum. Ce plan de réajustement progressif des quotas de production décidé par l'OPEP+ marque un tournant dans la politique de réduction volontaire appliquée ces derniers mois pour répondre à la progression anticipée de la demande extérieure en hydrocarbures. Bardad Mendouche, expert en énergie. Il y a un espoir actuellement au niveau d'une possible remontée du prix du baril à cause des chutes des réserves de pétrole commercial au niveau des États-Unis. Également, il y a une augmentation durant la période d'été qui correspond à une période de grande consommation de carburant. Une offre supplémentaire sur le marché pétrolier peut engendrer des fluctuations des prix. À court terme, cela peut entraîner un gain financier modéré. Pour l'Algérie, les exportations de gaz peuvent contribuer à créer un équilibre financier. Pour l'Algérie, l'impact étant moins de recettes au niveau de la vente de pétrole, mais il faut dire c'est que l'Algérie étant un pays gazier beaucoup plus qu'un pays pétrolier, elle vend un peu plus de gaz. Elle a, durant ces derniers mois, continué à diversifier sa clientèle, notamment le dernier marché avec la Slovénie. Le gaz, par contre, étant un produit très recherché actuellement, il est en perpétuelle augmentation au niveau des prix et donc il y aura une compensation au niveau des recettes. Cette décision concertée avec l'OPEP+ vise principalement à améliorer les revenus de l'État sans déstabiliser le marché mondial. Les pays producteurs de pétrole restent attentifs quant à l'évolution du marché et se disent prêts, si besoin, à prendre de nouvelles mesures.
Les États-Unis saluent la coordination entre l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte afin de consolider la désescalade et le retour à la stabilité en Libye. L'ambassade américaine au Caire souligne que les parties libyennes doivent s'abstenir de recourir à la violence, œuvrer à protéger les civils et relancer le dialogue pour garantir un avenir prospère pour la Libye. Pour rappel, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte avaient souligné depuis le Caire l'importance de faire prévaloir les intérêts du peuple libyen, préserver ses capacités et ses biens et de parvenir à un consensus en toutes les parties libyennes sous l'égide des Nations Unies. Une déclaration finale qui a sanctionné la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins sur la crise libyenne. L'Association marocaine des droits de l'homme hausse le ton lors de son 14e congrès national. Elle dénonce fermement les atteintes par le Marzane aux droits humains. Sophia Boukercha. L'Association marocaine des droits humains exprime ses préoccupations directes quant à l'implication du régime du Marzane dans la violation des droits, son engagement dans le processus de normalisation rejeté par le peuple, ainsi que la poursuite des violations contre le droit du peuple marocain. L'association a de nouveau exprimé sa ferme condamnation de la signature du Maroc de l'accord de normalisation le 10 décembre 2020, ainsi que son acharnement à approfondir ses relations avec l'entité sioniste dans divers domaines, et ce malgré l'horreur du génocide mené par cette entité et ses alliés contre le peuple palestinien. L'Association marocaine des droits humains a réitéré son appel à une solution démocratique au conflit du Sahara occidental, garantissant son droit à l'autodétermination. Elle condamne également l'instrumentalisation du discours officiel sur cette cause pour justifier la répression et les atteintes à la liberté d'expression, ainsi que l'impunité face aux crimes économiques, la corruption et le refus du Marzane de toute forme de responsabilité et le refus d'autoriser les visites des rapporteurs onusiens. L'Association marocaine des droits humains dénonce également le massacre en juin 2022 d'une centaine de migrants africains et qualifie ce drame de crime contre l'humanité et tient le Marzane pour responsable des expulsions forcées et d'une discrimination raciale systématique. L'association reproche également au régime du Marzane d'avoir failli à sa responsabilité dans la reconstruction des zones touchées par le séisme Al-Haouz, laissant les sinistrés dans des tentes délabrées, et souligne par ailleurs que le régime continue d'interdire l'enseignement de la langue amazigh et d'entraver sa réelle officialisation. Le régime du Marzane est également tenu responsable de la propagation du chômage et de la dégradation de la vie sociale en raison de la soumission des décisions économiques aux directives étrangères. L'Association marocaine des droits humains affirme que le régime poursuit ses violations des droits de l'enfant et de les laisser sans réelle protection face à la violence, la précarité et l'exploitation sexuelle. Enfin, elle accuse le régime du Marzane d'utiliser des logiciels espions contre les défenseurs des droits humains et d'intercepter leurs communications privées. Dans la bande de Gaza, Rafah de nouveau sous le feu, au moins 50 martyrs et plus de 100 autres blessés par des tirs de l'armée d'occupation contre des civils affamés qui se dirigeaient vers un centre de distribution d'aide alimentaire. On écoute le journaliste Rami Abou Jamous, il répond depuis Gaza à Rabia Slimani. À côté de points de distribution d'aide inhumanitaire. Et donc, les milliers de personnes se sont rassemblées dans le rond-point qui s'appelle le rond-point Al-Alam. C'est à l'ouest de la ville de Rafah. Et sa dernière ligne, Rafah, est totalement occupée. Et donc, c'est une zone interdite. Donc, avec le bousculade, les gens, ils avancent petit à petit. Et bien sûr, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la ligne rouge. C'est la ligne c'est une ligne virtuelle qu'il ne faut pas franchir, mais malheureusement, on ne voit pas cette ligne-là et apparemment les gens ils se sont avancés un peu et là les quadcapteurs ils ont commencé à tirer ici des chars, des tirs de chars. C'est le son ou bien le bruit des balles. On peut faire la distinction entre les mitrailleuses d'un char et les quadcapteurs et d'après les témoins, ils disent que c'était des quadcapteurs et des tirs de chars. Le mouvement palestinien Hamas appelle à une enquête dans ce qui s'est passé. On écoute le représentant du mouvement à Alger, Youssef Hamdan. Nous appelons les Nations Unies à former un comité international indépendant et obliger l'entité sioniste à lui permettre d'entrer dans la bande de Gaza pour mener une enquête sur ces crimes organisés. C'est un appel à tous les pays arabes et islamiques pour intervenir en urgence pour casser le blocus et faire pression afin d'arrêter cette guerre sans aucune condition.
Le Hamas qui a nié ce dimanche avoir rejeté la proposition de l'envoyé américain en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, accusant Israël de saper les négociations visant à mettre fin à la guerre dans l'enclave. Le décryptage de la militante Claude Léosti, contactée par Rabea Slimani. C'est un projet colonial de plus, cette fondation d'aide pour Gaza, avec des mercenaires surarmés qui tirent sur tout le monde. Un véritable scandale que de passer outre aux Nations Unies, à l'UNRWA, enfin à tous les organismes internationaux qui font très bien le travail de répartition de l'aide quand l'aide peut entrer. Moi, je comprends totalement le refus des mouvements palestiniens d'accepter le projet qui est une espèce de piège. Ils accepteraient de rendre des otages sans rien en contrepartie finalement, puisque le Hamas demande la fin de l'attaque israélienne, bien sûr, la fin du génocide, et puis aussi l'entrée de l'aide supervisée par les Nations Unies ou les grandes ONG humanitaires. Et la mobilisation de l'opinion publique internationale pour dénoncer le génocide ne faiblit pas. Un mouvement citoyen mondial s'organise, un mouvement qui appelle à une mobilisation d'envergure le 15 juin en Égypte. Flottille pour Gaza part aujourd'hui de Sicile. Il y a un bateau qui va tenter de se rendre jusqu'à Gaza, ou tout au moins voguer vers Gaza, pour apporter la solidarité du peuple du monde, parce qu'il y a plusieurs nationalités dans cette campagne. Il y a aussi la grande marche pour Gaza qui va se dérouler en Égypte, du Caire à Rafah. Il y a plein d'initiatives de la société civile. Je crois que les peuples du monde entier sont aux côtés des Palestiniens devant ce nouvel holocauste. Il est 12h46. L'enseignement de Tamazight a enregistré une progression ces dernières années, progression relevée par le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité. Néanmoins, il faudra consentir des efforts supplémentaires, explique Silhachmi Assad, invité du jour avec Nariman Mendil. Pour l'année 2024-2025, c'est les statistiques du ministère de l'Éducation, nous avons 534 520 élèves. Ça reste quand même un chiffre qui est en deçà de nos attentes, parce que si on met une présence de 15, la moyenne à travers les 44 wilayas, ça reste quand même un chiffre à valoriser, d'accord, mais il faut prendre en considération aussi l'effectif global des élèves à travers tout le territoire national. Nous avons aussi cette année 3 959 enseignants. Nous constatons une petite régression par rapport à l'année 2019-2020 où nous avons enregistré 4035 enseignants. L'équation est de dire qu'il y a une progression proportionnelle entre élèves et enseignants. Ce n'est pas le cas pour le moment. La Mazirité est un facteur d'unité, c'est une force pour le pays, souligne Silhachmi Assad. Nous sommes forts d'un constat et d'un regard sur le terrain que l'Algérie est plurielle. L'Algérie assume sa diversité. Nul ne peut douter de cette réalité qui est une réalité sociologique. Nous le constatons. Cette richesse est la force de l'Algérie. L'Algérie est une nation qui a une profondeur dans l'histoire. Donc le rappeler, c'est dans notre plaidoyer de toujours, par nos actions, par notre présence sur le terrain, à travers tout le territoire national. L'engagement du HA, c'est de traduire cette dimension nationale et de restituer à chaque fois, à travers ces missions, par aussi des actions concrètes, par de l'édition, par les séminaires. Ce rôle de sensibilisation, il est important de le faire. On le fait, mais on le fait aussi grâce à cet accompagnement des institutions, notamment les médias. Une campagne nationale pour la collecte des peaux de mouton sera relancée à l'approche de l'Aïd al-Adha. Cette opération comporte une dimension économique notamment et servira à l'industrie locale. Une conférence a été initiée ce matin par l'Organisation algérienne du commerce et de l'investissement social. Compte rendu d'Ibti Halatoun. Utilisée dans les industries du cuir et du textile, la peau de mouton issue du sacrifice de Eid al-Adha représente une matière première précieuse capable de réduire significativement la facture d'importation de notre pays. Encore faut-il qu'elle soit préservée correctement, c'est là qu'intervient le rôle crucial du citoyen, invité à respecter des gestes simples mais essentiels. Un écorchage soigné, sans lavage à l'eau et un salage immédiat. Mordad Agoun, directeur central au ministère de l'Industrie. Essayer de faire le geste de manière à préserver la peau, c'est-à-dire ne pas blesser la peau, etc. lors de l'épeçage de la peau. Et essayer, surtout le plus important, c'est d'essayer de mettre du sel sur la partie mou de la peau, au premier lieu, et la mettre dans le lieu où il est indiqué. Pour faciliter cette contribution collective, 2 applications ont été lancées cette année. Mregel Hidora pour localiser les points de collecte et Moustafid pour faire don de la peau sans quitter son domicile.
Campagne de sensibilisation sur les risques d'intoxication alimentaire, des risques accrus avec la hausse des températures. Une caravane a été lancée ce matin à Djidjel en présence des parties concernées. Abdelhamid Zoued. Il s'agit d'inculquer une culture des consommateurs de produits alimentaires sains. Une opération qui implique de nombreux intervenants, la santé, la solidarité nationale, l'agriculture, les services de sécurité, etc. Azizi Houssine, président de l'Union générale des commerçants et artisans algériens. Nous participons à cette sensibilisation concernant les intoxications alimentaires. Ce sont des initiatives que nous encourageons et nous invitons et les citoyens et les commerçants à prendre en considération d'une façon ferme et objective les mesures nécessaires afin d'éviter toute catastrophe qui peut mener à des dégâts humains assez importants. Donc aujourd'hui, au niveau de la direction de Wilaya du commerce de Djidjel, il y a cette journée de sensibilisation où beaucoup d'acteurs vont participer. Donc nous, en tant qu'union, nous participons avec force et nous procédons aussi à des sensibilisations de notre côté afin d'inviter les commerçants à prendre les mesures nécessaires et d'éviter tout problème qui peut causer des défaillances de la santé publique. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Alger 3. Au Nigeria, au moins 175 personnes sont mortes dans les inondations dans la partie centrale du pays. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Le président nigérian a ordonné de mettre en place une cellule de crise. Des camps de tente sont installés pour les habitants des zones sinistrées et pour accueillir les déplacés qui se comptent par milliers. C'est au commandement de la garde républicaine qu'une journée portes ouvertes a lieu au profit des enfants aux besoins spécifiques à l'occasion de la journée internationale de l'enfance, une tradition pour renforcer les liens avec la société civile. Lieutenant-colonel Rochdi Hachoud, chargé de la communication au sein du commandement de la garde républicaine, des propos recueillis par Sami Alloun. Le commandement de la garde républicaine a l'honneur, à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, d'organiser des portes ouvertes au profit des enfants, y compris ceux aux besoins spécifiques. Cette journée a été choisie pour attirer notre attention sur une catégorie chère à nos cœurs, nos enfants. Dans le cadre des positions humaines constantes et nobles de l'armée nationale populaire, ces portes ouvertes ont été organisées au niveau du 11e régiment de cavalerie et d'escorte, connu pour ses cavaliers d'exception. L'équitation, au-delà d'être un sport de noblesse et de discipline, constitue un moyen efficace pour renforcer la confiance en soi, développer la perception sensorielle et stimuler la communication non verbale chez nos chers enfants. Football, le bureau fédéral de la FAF procède à l'amendement des modalités d'accession et de relégation pour l'exercice prochain. Hamza Rahmouni. Et à la fin de la saison 2025-2026, les clubs classés 14e, 15e et 16e de la Ligue 1 professionnelle seront relégués en Ligue 2 amateur, alors que le premier de chaque groupe de la Ligue 2 amateur accédera en Ligue 1. La nouveauté, c'est que les deuxième et troisième de chaque groupe disputeront un tournoi play-off pour l'accession sous forme de demi-finale et finale, un tournoi qui se jouera sur terrain neutre avec la présence de la VAR et un arbitrage international. Autre décision importante, c'est les compétitions africaines. La saison prochaine, le finaliste de la Coupe d'Algérie est assuré de disputer la Coupe de la Confédération, à savoir l'USM Alger, en cas de consécration du Shabab Agadi de Belouizdad, puisque ce dernier a déjà assuré sa qualification pour la prochaine édition, soit de la Ligue des Champions ou de la Coupe de la Confédération. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné derrière la vitre. Tout de suite la météo avec Karima Benour.